répondu présent à la sollicitation. Donc c'est vraiment avec grand plaisir. Donc je vous souhaite en tout cas à tous et toutes une excellente année 2024. Et donc du coup, je vais vous partager mon écran. Tac. Et je vais remettre le petit pointeur comme tout à l'heure. Et après, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc là, normalement, il faut juste que je vire ça. Hop. Hop. Vous m'entendez? Oui, C'est bon? Et l'écran, c'est bon? Vous avez... Ah, j'ai perdu le oui, pointeur. Ah oui, merde. J'ai oui, perdu oui, le c'est tout bon. pointeur. Ouais, mais j'ai perdu le pointeur. J'ai essayé de le remettre et après j'attaque parce que Non, mais pas de souci, vas-y, prends ton temps. c'est quand même plus pratique parce que j'ai des choses à vous montrer. Ce sera plus facile avec le... Je sais pas pourquoi il a disparu. Alors, on le voit. Ouais. Ouais, sauf que j'arrive pas... En fait, c'est la barre que j'arrive pas à réenlever là. Il y a une barre noire là, vous la voyez? Pareil, on va commencer. Hop. Bon, on va laisser comme ça. C'est con, mais... C'est bon, hein. C'est Non, bon? c'est très bien. Oui. Allez. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Thierry Falzon. Donc, je suis instructeur national. Pour le coup, je suis le référent à la Fédé sur la DSAT, parce que j'ai fait mon mémoire d'instructeur national sur la désaturation, c'était fin novembre 2019. Et parallèlement à ça, bah, je suis le délégué du collège Aura, délégué du collège des instructeurs Aura depuis quelques temps maintenant. Et donc, c'est avec grand plaisir que je travaille et que certains instructeurs que j'ai vus qui étaient connectés là, comme Guy, comme Olivier, donc avec grand plaisir. Donc, du coup, j'ai répondu oui à la sollicitation pour faire un point sur la DSAT en 2024. Alors, c'est extrêmement difficile pour moi de vous faire quelque chose de condensé parce que je pourrais tenir 2 heures. Donc vous me dites surtout si parce que j'ai tendance à parler un peu vite, donc vous me dites s'il y a des choses sur lesquelles je suis allé trop vite. Donc moi j'ai une trentaine de slides à vous présenter. Derrière, pour laisser l'ouverture à pas mal de questions-réponses, je vais essayer de répondre à la majorité de vos questions. Je sais qu'il va y en avoir pas mal par rapport notamment à l'intervention qu'il y a eu d'Alain Fauré il n'y a pas très longtemps, parce que ça a sollicité pas mal de polémiques et d'agitation. Mais en dehors de ça, moi j'aimerais vous parler de microbules, d'ordinateurs de plongée bien sûr, mais surtout des limites d'utilisation de ces ordinateurs par rapport à nous, notre activité de tous les jours, qui est la plongée loisir, hein. Donc, je n'entrerai pas dans la plongée tech et la plongée au mélange ou à saturation. Après, si vous avez des questions spécifiques là-dessus, on pourra en parler. Mais là, c'est vraiment une présentation essentiellement axée sur la plongée loisir et les limites d'utilisation des moyens de désaturation qu'on a aujourd'hui en 2024. Donc ça, c'est la bibliographie. Alors le diaporama, je vous le ferai passer, donc c'est pas la peine de faire des captures d'écran, je vous le ferai passer en PDF après, comme ça vous pourrez le diffuser, enfin de manière plutôt restreinte, hein. C'est pas la peine non plus de l'envoyer sur toute la planète, mais ça pourrait vous permettre d'avoir accès de temps en temps si vous avez des questions complémentaires, parce qu'il y a pas mal de slides aussi que j'ai masqués pour pas dépasser le temps qui était imparti, parce que j'ai prévu d'échanger, enfin de vous présenter une trentaine de minutes et donc, du coup, je voulais pas que ce soit trop long en monologue et pour qu'on puisse échanger après derrière. Donc voilà, donc je vais aborder maintenant donc la désaturation, donc l'évolution des pensées, donc la modélisation. Alors, je vais pas vous faire tout l'historique, hein, je vais vous montrer une slide avec les 5 grandes dates à retenir. La définition de ce qu'est la désaturation, la prévention des risques. Qu'est-ce que la prévention des risques avec le respect du protocole, les facteurs individuels, les profils à risque et comportements à risque, il manque un S, désolé, et les procédures de désaturation avec leurs limites. Au-delà de ça, on parlera juste de la structure d'un modèle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'historique des modèles, de la chronologie, de la classification des caractéristiques. Je ne vais pas les aborder là. Les slides, elles sont masquées. Si vous avez une question, je peux y répondre. Mais moi, je voulais juste vous parler de la structure d'un modèle de DSAT et derrière enchaîner sur les ordinateurs, avec le choix de l'ordinateur, les algorithmes et leurs évolutions, et surtout les limites d'utilisation de ces algorithmes aujourd'hui en plongée loisir. OK? Et derrière, je vous ferai, j'ai une slide sur les M-value et les gradient factors, simplement en guise de rappel, parce que je vais vous montrer qu'il existe des limites à l'utilisation des gradient factors pour la plongée à l'air. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément, mais il y a de quoi discuter sur l'utilisation des gradient factors en plongée à l'air.
C'est bon? Alors, l'évolution des pensées. Autrefois, quand on plongeait, il se passait ça. Enfin, aujourd'hui, il se passe toujours ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, enfin, à l'époque, quand on était en surface, donc on était saturé, hein, à la pression atmosphérique à laquelle on descendait, donc sur une certaine profondeur, on était en sous-saturation dans un premier temps, on saturait quand on était au fond, et ensuite, donc on se retrouvait bien sûr à saturation à la profondeur à laquelle on était, et on remontait. Et donc, il y avait plusieurs possibilités durant la remontée. Soit on remontait trop rapidement et on faisait des bulles, et à ce moment-là, on faisait un accident de décompression, accident de désaturation. Soit on faisait enfin, donc une remontée rapide, on faisait des bulles, une remontée sans palier, on pouvait faire des bulles, et donc un accident de plongée. Et du coup, l'objectif à l'époque, c'était de ne pas faire de bulles à la remontée, et donc de ne pas faire d'accident. Et pour ça, on remontait à vitesse, on va dire contrôlée, 17 mètres minutes, hein, pour les tables qu'on avait à l'époque, SR65 et MN90, hein, c'était le record du monde de vitesse de remontée, hein, pour votre info quand même. Donc ça a bien diminué depuis, mais il faut savoir qu'on remontait à cette vitesse-là. On faisait des paliers, on faisait surface. Donc ça, c'était autrefois. Donc autrefois, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on plongeait, on estimait on ne faisait pas de bulles pendant la plongée et après la plongée, et donc du coup, on n'avait pas d'accident de plongée. Aujourd'hui, on sait que durant la plongée, on va générer des bulles qu'on appelle bulles silencieuses, hein, détectables ou non détectables, que ce soit dans la circulation artérielle ou veineuse. Et ces bulles-là, elles vont être génératrices ou pas d'accidents de plongée. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce ne sont pas que les bulles qui sont à l'origine des accidents de décompression. En tout cas, c'est, on va dire, l'élément déclencheur de l'accident. Mais derrière, on a tout un tas d'autres actions dans l'organisme qui entraînent, on va dire, une aggravation et en tout cas une accentuation de l'effet de la bulle dans l'organisme. Alors effectivement, quand on fait des bulles, en fonction du nombre de bulles, de la taille des bulles ou de l'agrégat de ces bulles, donc du coup, ces bulles vont être générées pendant la remontée. OK, donc ces bulles vont entraîner une dysfonction vasculaire, et cette dysfonction vasculaire va entraîner ce qu'on appelle un accident de décompression majoré de la maladie de décompression, comme vous pouvez le lire dans certains ouvrages. Mais il faut savoir que ces bulles, elles ne sont pas qu'à l'origine de l'accident de plongée, parce qu'on a aussi tout ce qui est stress oxydant, enfin en tout cas les bulles, pardon, les bulles donc entraînent une dysfonction vasculaire et majeure l'accident de décompression. On a les bulles qui vont entraîner aussi ce qu'on appelle une activation plaquettaire, donc c'est toute l'activation des plaquettes, et une activation leucocytaire, donc ça c'est tout le mécanisme des globules blancs. Et en fait, l'activation plaquettaire et l'activation leucocytaire va entraîner la libération dans la circulation de microparticules. Et ces microparticules, elles ont été démontrées, hein, par Thom il y a quelques années en arrière, vont majorer cet accident de décompression et ce risque d'accident de décompression. Et au-delà de ça, l'activation plaquettaire va bien sûr entraîner la libération de microparticules, mais aussi une inflammation importante qui va entraîner, en tout cas majorer la dysfonction vasculaire au niveau des différents vaisseaux de l'organisme et majorer cet accident de décompression. À cela se rajoute tout ce qui est stress oxydant qui va provoquer une activation plaquettaire et bien sûr une cascade de libération de microparticules, d'inflammation et d'accident de décompression. Tout ça pour vous dire, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas résumer l'accident de décompression, l'accident de désaturation uniquement au phénomène bullaire. Le phénomène, c'est une partie de l'accident, mais ce n'est pas le seul qui est à l'origine, enfin ce ne sont pas les bulles qui sont seulement à l'origine de l'accident. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de mesurer la quantité de bulles, de mesurer la taille des bulles avant la plongée, pendant la plongée, après la plongée, et d'optimiser nos désaturations. Mais ce n'est pas pour ça que vous serez à l'abri des accidents ou d'incidents de décompression, parce qu'aujourd'hui, on a des plongeurs qui bullent beaucoup et des plongeurs qui bullent moins. Alors, ce n'est pas parce qu'on bulle beaucoup qu'on fait un accident, mais ce n'est pas parce qu'on bulle pas ou peu qu'on n'en fera pas. Et donc, du coup, il ne faut pas simplement arrêter l'accident de désaturation sur le phénomène bullaire. Il y a tout un tas d'autres paramètres qui rentrent en compte et qui sont aussi tout aussi délétères que la bulle pour les plongeurs. Donc ça, c'était pour vous montrer l'évolution des tables, enfin en tout cas des modèles de DESAT. Donc vous aviez Aldan, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les modèles. Donc Aldan en 1908, hein, c'est le premier à avoir mis en évidence enfin, il est parti de certaines hypothèses et à mettre en évidence plusieurs phénomènes lors de la plongée et lors de la remontée, jusqu'aux années 2000, où on a plusieurs logiciels de déco qui ont été
identifiés. Donc voilà en détail ce qui s'est passé donc entre 1908 et 1998. Donc si vous aviez, on va dire, 6 dates à retenir, enfin pas des dates, mais en tout cas 6 événements à retenir, ce serait Haldane en 1908 avec toutes ces hypothèses, parce que c'est quand même la base de la désaturation aujourd'hui, et de nombreux modèles s'appuient encore sur les hypothèses de Haldane qui ont été largement qui ont évolué, hein, certes, mais il est parti sur des hypothèses qui étaient plus ou moins vraies, mais qui restent aujourd'hui encore pour certaines vraies. Donc on avait 1908 Haldane, on a eu Workman en 1965 avec les M-value, on en parlera tout à l'heure. Donc ça a été aussi un grand pas sur l'utilisation pour les tables et les logiciels de déco. On a eu Yount en 1979 avec les prémices du VPM, dont on parlera aussi quelques instants après. On a eu Bullman, bien sûr, avec le développement des M-Value et leur utilisation multigaz et en altitude. Donc le plus gros changement, il a eu lieu ici, hein, avec Bullman. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même 80% des ordinateurs qui utilisent du Bullman dans leur gestion, et c'est extrêmement fiable malgré on va dire les points qu'on évoquera probablement suite à vos questions, les points, on va dire, chauds qu'il peut y avoir à l'utilisation de ces logiciels. Vous avez aussi Bianchi en 1990 qui a créé, enfin en tout cas mis au point le RGBM, hein, le modèle à microbulle que vous connaissez bien parce que certains ordinateurs les intègrent. Et vous avez aussi en 1998 Eric Baker qui a, on va dire, identifié et fait connaître les gradient factors dont on parlera juste après les M-value tout à l'heure. Donc les gradient factors, c'est simplement une application du conservatisme, enfin d'un conservatisme au modèle de Bullman, hein, simplement, hein. C'est pas une révolution en soi, hein. Bon, là, vous avez le détail, donc je ne vais pas rentrer, pour gagner du temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez le détail donc de toutes ces différentes dates et de ces différents intervenants au fil des années. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Aujourd'hui, la désaturation, c'est quoi? La décompression, la désaturation, c'est quoi? C'est le fait de supprimer ou de réduire la pression exercée sur le corps, un liquide ou un gaz. Pour nous, lors de la plongée, c'est la résultante de la maîtrise de la vitesse de remontée et de la gestion optimisée des paliers pour un retour en surface limitant les risques. Les risques de quoi? Les risques d'incident et les risques d'accident. Or, le simple respect de ces procédures de désaturation ne permet pas de s'affranchir des risques d'accident. Euh, bien sûr, c'est important de respecter ces procédures, mais c'est pas parce qu'on va respecter ces procédures qu'on ne va pas avoir et on ne va pas s'affranchir de tous les risques et de tous les incidents. Et il y a 3 facteurs majeurs qui sont à considérer. Vous avez la prévention des risques, qu'on va détailler derrière, les procédures de DSAT et leurs limites, et la modélisation. Donc, on peut identifier 4 piliers incontournables, hein, dans la prévention des risques, pardon. Vous avez le respect du protocole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques années en arrière, il y a un livre qui était sorti qui s'appelait Les accidents immérités. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les accidents sont mérités parce qu'à partir du moment où on épluche le détail de tous les accidents qu'il y a eu, il y a toujours une cause, qu'elle soit matérielle, physiologique, humaine ou autre, qui est identifiée. Mais il faut savoir que globalement, en tout cas, 70 à 90% des ADD qui se déclenchent se déclenchent malgré le respect de ces protocoles. Et de toute façon, au-delà de ça, aujourd'hui, on arrive à identifier une cause à tous les incidents et tous les accidents de plongée. L'ordinateur, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur, il ne détient pas la vérité, loin de là. Il faut surtout avoir du bon sens dans son utilisation et surtout prendre du recul. Parce que l'ordinateur, c'est un outil qui est extrêmement fiable, on va le voir derrière, mais par contre, il a aussi des limites et l'ordinateur ne sait pas tout, loin de là. La seule personne qui aujourd'hui sait tout quand il plonge, c'est vous. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance au matériel, faire confiance à l'ordinateur, mais il faut savoir avoir du bon sens et utiliser l'ordinateur ou les ordinateurs ou les gradient facteurs avec beaucoup d'intelligence. Pour les ADD, on va dire immérités, comme les appelions autrefois, dans tous les cas, il y a toujours eu une ou plusieurs causes de procédure, en tout cas une ou plusieurs erreurs de procédure qui ont été identifiées. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accident immérité, il y a toujours une cause à ces accidents-là. Ce qu'il faut voir aussi, au-delà du respect du protocole, c'est de limiter les maximums les facteurs individuels, les facteurs favorisants. Donc ça, je voudrais insister, c'est pour ça que je vous ai mis un point d'exclamation là-dessus, parce que j'en ai discuté pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours avec Karl Willem, qui est le médecin hyperbare de Nice,
notamment sur tout ce qui est facteurs favorisants. Et donc, notamment, bon, il y a l'âge, c'est sûr que quand on arrive à la cinquantaine et au-delà, c'est un facteur favorisant de l'accident de plongée. Mais il y a aussi l'embonpoint, donc le surpoids. Il y a la forme physique. Donc, la forme physique, aujourd'hui, si on regarde la population des plongeurs au sens large, aujourd'hui, peu de plongeurs ont une condition physique qui s'appelle une vraie condition physique. Je vois la pierre à personne. Moi, je suis comme vous, j'ai une famille, un métier, et aujourd'hui, j'ai aussi, comme beaucoup d'entre vous, du mal à faire énormément de sport parce que c'est parfois compliqué. Mais la forme physique, ça va simplement parfois, c'est simplement monter les escaliers sans prendre l'ascenseur. C'est peut-être aussi partir à pied plutôt que de prendre sa voiture pour aller acheter son pain. Et en fait, la forme physique, ça passe par ça. Alors effectivement, faire une activité régulière plusieurs fois par semaine, comme peut le faire par exemple Guy, que je vois courir et partir courir, ça c'est génial, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui, la forme physique, ça passe simplement par se déplacer à pied, monter à pied, et bouger, et ne pas rester tout le temps assis. Ça fait partie des choses qui sont importantes parce que ces facteurs favorisants sont extrêmement importants dans les phénomènes d'accidents de plongée. Au-delà de ça, il y a bien sûr l'hygiène de vie, la gestion de l'alcool, du tabac, des médicaments. Mon premier mémoire que je voulais faire enfin le premier sujet que j'avais identifié pour mon mémoire, c'était l'utilisation des médicaments en plongée, mais c'était extrêmement difficile de trouver des informations là-dessus, donc j'ai laissé tomber. Donc je suis parti plutôt sur la désaturation. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des études qui ont été publiées sur l'utilisation, enfin quelques études qui ont été publiées sur l'utilisation de certains médicaments en plongée, et on a des médicaments qui majorent l'accident de décompression. Et du coup, ça reste aujourd'hui quelque chose pour lequel il faut faire extrêmement attention, hein. Il y a les antihypertenseurs, il y a les anxiolytiques, il y a aussi tout ce qui est gestion des troubles érectiles. Tous ces médicaments-là ont fait l'objet de certaines études et ont montré une majoration des accidents de plongée, hein, donc il faut le savoir. Bien sûr, il y a le stress, la fatigue, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que tous ces paramètres-là font partie des facteurs individuels et facteurs favorisants de l'accident de plongée. Et pour le coup, ce sont des facteurs qu'on peut limiter volontairement. Donc, à à vous de jouer, là-dessus. Il y a aussi les profils à risque. Et bon, les profils à risque, vous les connaissez. Il y a les profils inversés, qui est différent des plongées inversées. Un profil inversé, c'est un profil où on est moins profond au début de plongée et plus profond en fin de plongée. Et une plongée inversée, c'est quand on fait une plongée du matin moins profonde que la plongée de l'après-midi. Vous avez les yo-yo, bien sûr, terribles. Les plongées successives rapprochées, les plongées consécutives. Donc ça, ce sont tous des profils à risque. Et vous avez hop, je vais décaler ça. Les comportements à risque, donc ça, c'est l'effort pendant la plongée, lors de la remontée. Le pire, c'est la remontée à l'échelle avec le bloc sur le dos. En surface, les apnées après la plongée, l'avion, l'altitude, le nombre de plongées par jour. Donc ça, ce sont tous des comportements à risque qu'on peut, on va dire, maîtriser ou en tout cas limiter, comme les profils à risque, comme les facteurs individuels. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste, vous, si vous êtes enseignant, ou en tout cas vous, plongeurs, lorsque vous partez plonger en autonomie ou avec des personnes que vous avez l'opportunité d'amener. Les pratiques, donc les pratiques, elles sont pour certaines, en tout cas, les habitudes de plongée, les pratiques pour certaines, elles sont ancestrales. Ah, cette barre, elle me gêne hein, quand même, hein, je vois plus le titre. Hop. Ça va, je vous ai pas découragé, c'est bon? Le, Non, t'es le seul à le, voir la barre, hein, parce que nous, on voit très bien C'est le vrai? le, titre. le, Ah, moi j'ai une barre rouge, je vois pas mes titres, c'est pas grave. Donc les donc le titre, procédures le de titre, on peut te le dire, hein. Ah, c'est gentil. Alors, les procédures de DESAT, donc, elles sont nombreuses. Pour certaines, elles sont ancestrales. Elles sont souvent appliquées, mais elles ne sont pas toujours comprises et parfois elles sont vachement empiriques, mais ça marche, hein. Donc aujourd'hui, il y a deux moyens de gérer les procédures de DESAT, hein. Vous avez les tables de plongée, en France en tout cas, hein. Vous avez les tables de plongée, donc il y en a deux en France qui sont en vigueur. Il y a la MN90 et il y a la MT 2012. Donc ce sont les seuls qui sont homologués en France. Et vous avez les ordinateurs de plongée, donc avec les modèles et les logiciels que vous connaissez, on en parlera juste après. Donc il y a deux types de procédures. Vous avez les procédures qui sont habituelles, hein. Donc les procédures habituelles, c'est une plongée simple, hein, donc une plongée unique sans remontée lente. C'est une plongée qu'on peut faire sur une épave, par exemple. Il y a les remontées lentes, donc ça c'est les remontées le long du tombant, c'est très souvent ce type de plongée qu'on fait en fait, hein, quand on plonge, excepté quand on plonge sur une épave, mais globalement sinon on est sur des remontées lentes. Vous avez les plongées successives, hein, donc c'est deux plongées dont l'intervalle de surface est supérieur à 15 minutes, et vous avez les procédures de désaturation qui sont hétérogènes, où vous avez des niveaux de saturation qui peuvent être différents dans une palanquée, parce que quelqu'un a pu plonger le matin dans une autre palanquée et plonger avec vous l'après-midi. Une cohabitation table et ordinateur, c'est quand même assez rare, mais on a
on peut avoir quand même aujourd'hui, certaines personnes, on va dire pro aux tables. Bon, j'en connais pas, mais il doit sûrement y en avoir. Après, vous pouvez avoir, des ordinateurs différents dans une même palanquée. Et donc là, du coup, vous allez avoir des procédures qui vont être des SAT qui vont être différentes et bien sûr, vous avez, un même ordinateur, enfin des ordinateurs identiques, mais avec des, paramétrages qui sont différents, notamment les paramétrages des gradient factors et là, on peut faire exploser les paliers, et pas forcément, et c'est pas forcément toujours justifié. Et après, vous allez plonger les procédures à risque et les procédures à risque, et bah, vous les connaissez, hein, de toute façon, j'invente rien, hein, c'est, plus de 2 plongées par jour, type voyage, croisière par exemple, hein, les plongées consécutives dont l'intervalle de surface est inférieur à 15 minutes, ça peut arriver quand on fait de la plongée technique, donc se méfier de ce genre de profil, c'est vraiment des profils à risque. Il y a l'interruption de palier qui peut être un profil à risque. Bon, il y a des protocoles qui existent, hein, on ne reviendra pas dessus, mais il y a des protocoles qui existent sur les interruptions de palier. Il y a les remontées rapides, bien sûr, avec des vitesses qui sont supérieures à la vitesse préconisée par le moyen de désaturation. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des procédures qui existent sur les remontées rapides. Ça fera sûrement l'objet d'une question, donc on en parlera tout à l'heure, si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, les ordinateurs, arrivent à gérer ce type de remontée rapide et bien sûr, il y a toutes les plongées yo-yo et les plongées dents de scie. Heu, D'après vous, alors bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais d'après vous, est-ce qu'on peut faire 3, 4 ou 5 plongées par jour avec les tables de plongée comme moyen de désaturation? Est-ce qu'on peut calculer des plongées? Et même question, enfin, est-ce qu'on peut calculer des décos? Et même question avec un ordinateur de plongée. C'est une bonne question, hein. Donc, avec les tables, on peut le faire. Avec les ordinateurs, on ne peut pas le calculer parce qu'en fait, les ordinateurs ne sont pas faits pour. Mais avec les tables, aujourd'hui, vous pouvez calculer 2, 3, 4 plongées consécutives. Si les durées des plongées ne sont pas longues, vous pouvez le faire. Donc c'est un fait, hein, c'est avéré. Mais bon, ce qu'il faut savoir, ça peut faire, sourire, mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, après une première plongée, vous avez dans l'organisme, des bulles résiduelles, hein, et des noyaux gazeux. Donc si on reste plus de 2 à 3 heures en surface, la majorité de ces bulles résiduelles, hein, c'est les bulles qui ont un diamètre supérieur à 5 microns, elles vont avoir disparu. Ou en tout cas, elles seront plus détectables, avec les moyens qu'on a actuels de détection, hein, qui sont les Doppler. D'où les recommandations de patienter au moins 2 à 3 heures entre 2 plongées. Cependant, malgré tout, malgré ces 2 à 3 heures, ou 4 heures d'intervalle de surface, on a bien sûr encore des bulles résiduelles avec des diamètres qui sont inférieurs à 5 microns, mais ça, vous le saviez déjà. Donc lors de la deuxième plongée, on a toujours des noyaux gazeux qui sont préexistants, hein, c'est eux, hein, qui vont être à l'origine de la naissance des bulles, dans la plongée. Donc on a toujours à la deuxième plongée, des noyaux préexistants, de la première plongée et on a aussi, bien sûr, toutes les bulles résiduelles de cette première plongée qui vont être là et donc lors de cette deuxième plongée, on va générer beaucoup plus de bulles et surtout beaucoup plus de bulles circulantes et beaucoup plus de bulles rapidement que lors de la première plongée et donc ces noyaux gazeux vont de nouveau, on va dire, croître et vos bulles circulantes vont être beaucoup plus importantes puisque vous en aviez encore de la plongée précédente et ainsi de suite. Donc sur la seconde plongée, il se passe ça et si on répète le phénomène sur une troisième plongée ou une quatrième plongée ou une cinquième plongée, alors ça fait sourire, mais moi je connais des personnes qui ont fait des croisières, j'en ai fait partie, hein, d'une semaine ou 15 jours, en Égypte notamment ou aux Maldives où on faisait 3, 4, voire 5 plongées par jour avec une plongée de nuit. Alors effectivement, les plongées n'étaient pas forcément très longues, mais on avait des plongées qui étaient au-delà de 10 mètres et donc on était sur des plongées qui étaient saturantes et donc on avait une genèse des noyaux gazeux, qui était extrêmement importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a quelques années en arrière, Peter Bennett, qui est le fondateur de Dan, hein, et qui a été le président de Dan pendant un paquet d'années, donc il a été, membre actif de la Royal Navy, pendant plus d'une vingtaine d'années. Il a écrit: «Les modèles de désaturation ne permettent pas le type de calcul, qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire 2, 3, 4 plongées par jour, car elles n'ont pas été modélisées pour cela lors de leur conception. De plus, les modèles n'appliquent pas le mode d'emploi des tables». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un modèle de DSAT, il n'applique pas l'utilisation des GPS qu'on utilise avec les tables et en fait, il a un mode de calcul qui est différent et donc du coup, ils n'ont pas été conçus pour des plongées, successives et consécutives et donc du coup, il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut savoir qu'avec les tables MN90, Peter Bennett déclarait: «Nous pouvons calculer ce type de profil de 2, 3 plongées, car le mode d'emploi des tables le permet grâce au GPS, hein, le groupe de plongées successives, malgré une recommandation de se limiter à 2 plongées par 24 heures et à condition que les plongées ne soient pas trop longues en durée parce que sinon on rentre plus dans le tableau des tables. Mais il faut savoir qu'avec les tables, on peut calculer alors que les ordinateurs ne sont pas faits pour. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on plonge avec un modèle Bullman, hein, et les constructeurs, ils s'orientent tous vers du Bullman en s'écartant de plus en plus du RGBM.
pour la plongée loisir, je vais vous montrer pourquoi. Donc on va le voir juste un peu plus loin. Il existe un jeu de table Bullman qui permet, grâce au groupe répétitif, de plonger en successive. Mais ces tables Bullman, elles se limitent, en tout cas, elles limitent à 2 plongées par 24 heures. Et c'est aussi les recommandations des tables, hein. Pourtant, nos ordinateurs Bullman, nous les laissons calculer en intégrant tout un tas de paramètres de plongée pour nous proposer une désaturation adaptée à ce qu'ils ont calculé au fur et à mesure de la plongée. Et aujourd'hui, on fait confiance aux ordis et on fait tout un tas de plongées à risque, de profils à risque, de multiplication de plongées dans une journée. Et on se retrouve avec un ordinateur qui calcule, on respecte et globalement, on n'a pas trop d'incidents, hein. Cependant, en fait, le fait de faire confiance, il faut, sans nous poser de questions, est-ce qu'on n'augmente pas, en fait, les risques, d'accident de plongée? C'est ça qu'il faut se poser comme question, parce qu'on fait confiance au matériel, c'est fiable, hein, ça fonctionne, hein, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'augmente pas les facteurs de risque d'accident si on fait 100 confiance à son ordinateur? Alors que les tables, nous sommes toujours méfiants, hein, et on se pose beaucoup de questions quant à l'utilisation des tables pour les calculs, mais pour le coup, ça fonctionne même très bien puisque ça a été utilisé pendant, de nombreuses années et à l'époque, il n'y avait que les tables. Alors l'objectif, c'est de pas vous dire qu'on va utiliser les tables de plongée, hein, loin de là, hein, mais en tout cas, il faut prendre beaucoup de recul avec les ordinateurs. La désaturation a les mêmes limites qu'on utilise les tables et les ordinateurs. Certes, les ordinateurs demeurent un outil extrêmement performant, intégrant de nombreux paramètres que les tables ne prennent pas forcément en compte, comme la température de l'eau, les vitesses de remontée fluctuantes, la profondeur qui peut être fluctuante, la quantité d'air consommé, parce qu'aujourd'hui on a des ordinateurs qui intègrent ça aussi, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les ordinateurs, il ne reste qu'une aide à la désaturation, et c'est pas votre ordinateur qui doit être maître de votre désaturation, mais c'est bien vous en fait. Et aujourd'hui, la problématique, elle est bien là, c'est qu'on fait 200 confiance au matériel. Il faut faire confiance au matériel, mais aussi il faut le faire avec beaucoup de recul et avec une certaine bienveillance, un certain bon sens, pardon. Donc la modélisation, c'est bon? Yes. C'est bon? Alors, la modélisation, bon, je vais pas ce que je vais vous faire, c'est vous parler des ordinateurs, hein. Donc, la modélisation, c'est la représentation simplifiée d'un phénomène qui est non étudiable car trop complexe. Donc, un modèle s'attache à déterminer les paramètres clés permettant d'approcher au mieux le phénomène décrit, hein, sans pour autant en connaître tous les tenants et les aboutissants. Bien entendu, la pertinence d'un modèle est validée par une phase d'expérimentation afin de montrer que la différence entre le modèle et la réalité est acceptable pour l'usage qu'on va en faire, en tout cas qui en est prévu. Donc, bien sûr, on a des hypothèses, hein, c'est la théorie. On a des limites d'utilisation, c'est la validation de ces hypothèses. On calibre, on a une validation expérimentale de cette modélisation, une démonstration d'une différence raisonnable entre le modèle et la réalité au regard de l'utilisation qu'on a prévu d'en faire. Et on fait une simulation plus facile et moins dangereuse à mettre en œuvre que dans la réalité, parce qu'en fait, une fois qu'on l'utilise après, ben, on est en vraie vie, donc vigilance là-dessus. Donc c'est le modèle Aldani en 1908, hein, qu'on dit modèle à perfusion, qui sera le socle du développement de nombreuses autres approches sur la désaturation, représentant la majorité des logiciels aujourd'hui présents dans tous vos ordinateurs de plongée. Quelques nouveaux modèles ont été développés après ce modèle haldanien, mais en fait, ce sont que des variations de jeux de paramètres du modèle de Haldane, comme les périodes, les seuils de sursaturation critique, les M-values. Et aujourd'hui, des modèles de DSAT, il n'y en a pas 50, il y en a deux, hein. Il y a le modèle haldanien et le modèle le DSAT, mais sinon, les autres, ce sont que des variations et des adaptations de jeux de paramètres du modèle de Haldane et des adaptations de ce modèle-là. Alors bon, ça c'était un schéma qui vous permet d'expliquer comment fonctionne un ordinateur de plongée. Donc je l'ai piqué à Jean-Pierre Imbert, qui est mon voisin pour le coup. Donc bon voilà, vous avez, des paramètres de plongée, des paramètres d'échange, des paramètres du modèle, des paramètres de sécurité. Bien sûr, vous avez toutes les données de plongée, quand vous allez plonger. Il y a des échanges gazeux qui se passent dans l'organisme. On a des événements, critiques qui ont lieu dans l'organisme, donc notamment le phénomène bullaire et le phénomène inflammatoire dont on a parlé tout à l'heure. Et on a des critères de remontée, de sécurité, hein, avec la vitesse de remontée et les paliers. Et bien sûr, on a tous les facteurs individuels dont on a échangé juste avant, que je vous ai parlé juste avant, sur l'embonpoint, l'âge, etc., etc. Et donc, du coup, les ordinateurs nous permettent d'avoir un profil de remontée le mieux adapté à la plongée que nous avons fait. Donc aujourd'hui, les ordinateurs, vous en avez beaucoup sur le marché. Je ne vais pas tous vous les décrire. Je vous enverrai, j'ai un document, je vous le montrerai après, parce qu'il faut que je sorte du diaporama. J'ai un document qui a été fait par un autre instructeur national où en fait vous retrouvez tous les ordinateurs que vous avez sur le marché, mais tous, hein, avec toutes les caractéristiques
que ce soit le logiciel, ce qu'ils prennent en compte, qu'ils ne prennent pas en compte. Alors, c'est un fichier qui pique un peu les yeux, c'est un fichier Excel. Il est extrêmement complet. Il y a tous les ordinateurs jusqu'à les ordinateurs qui sont sortis là à l'automne. Donc, vous allez voir et vous avez toutes les limites d'utilisation de ces ordinateurs-là. Qu'est-ce qu'ils prennent en compte, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas en compte. Donc, c'est intéressant à regarder. Surtout, parfois, ça peut être assez bluffant. Bon, un ordinateur, je ne rentre pas dans les détails, hein. Vous avez une alimentation, un convertisseur, un capteur, une horloge, le stockage de la mémoire vive, la mémoire morte et un module électronique. Bon, je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement de l'ordinateur. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est quels sont les ordinateurs aujourd'hui que vous avez de dispo. Donc, il y a trois profils d'acheteurs d'ordinateurs. Vous avez ceux qui savent ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, le vendeur, il n'argumente pas forcément, il vend ce que le plongeur veut. Il y a ceux qui ont besoin d'aide. Dans ce cas-là, le vendeur, il demande quels sont les critères de priorité. Et la réponse de l'acheteur, elle est très souvent lisibilité et simplicité d'utilisation. Mais ce n'est pas pour ça que l'acheteur va lire la notice. Et ceux qui hésitent entre 2 ou 3 modèles et veulent voir les différences, comme l'affichage, la simplicité du paramétrage, et cetera, pour pouvoir, l'adapter, à leur profil de plongée qu'ils ont l'habitude de faire. Donc auparavant, en fait, vous aviez 3 gammes, dans les ordinateurs. Vous aviez les ordinateurs d'entrée de gamme, hein, c'est les anciens ordis, que vous connaissiez, que vous avez dû voir passer pour les plus anciens, hein, donc le Suunto Companion, l'Uvatech, l'Aladin One. Donc ça, c'était les ordinateurs d'entrée de gamme. Vous avez les ordinateurs de milieu de gamme, ceux qui ont été le plus vendus, le plus utilisés. Là, vous retrouvez le petit gris, entre guillemets, l'Aladin que certains ont encore, parfois, comme moi en secours. Vous avez les Suunto, les premiers Suunto, les Viper 2. Et vous aviez les ordinateurs haut de gamme. Donc ça, c'était avant, hein, c'est-à-dire il y a bien une vingtaine d'années en arrière, où vous aviez les Scuba Pro, le Galilée Sol, vous avez Scuba Pro, pardon, le Galileo Sol, ou l'OSTC qui a été commercialisé juste après. Donc ça, c'était il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, en fait, on retrouve, vous avez trois, on va dire, trois, j'ai perdu le mot, pas trois gammes, oui, trois gammes trois profils d'ordinateurs, on va dire. Vous avez les ordinateurs qui sont la gamme récréative. Donc, c'est presque tous les ordinateurs que vous avez sur le marché qui sont considérés comme récréatifs, hein. Le Scuba Pro Luna, le Cycle Screen. Donc, vous avez tous ces ordinateurs. Donc, c'est la majorité des ordinateurs que vous avez aujourd'hui sur le marché à votre disposition. Vous avez les adeptes des ordinateurs montres ou des montres tech. Moi, j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est écrit petit, mais en tout cas, vous avez tous ces ordinateurs montres qui sont bien développés, hein, notamment avec le Deep Blue là, cosmique qui est arrivé récemment, ou l'Apple Watch Ultra qui est utilisable en plongée, hein, et qui fonctionne. Donc voilà, donc ça, ce sont toutes les montres, les ordinateurs montres. Et vous avez les ordinateurs plus spécifiques, les ordinateurs tech. Alors, il y a une grosse mode d'utilisation de ces ordinateurs-là pour la plongée loisir. Donc pourquoi pas. Bon, certains sont surdimensionnés pour l'utilisation qu'on en fait en plongée loisir. Donc parfois, c'est pas toujours utile. C'est très utile pour les plongeurs qui plongent profond, qui plongent au mélange, qui plongent en recycleur. Mais pour la plongée loisir, c'est pas forcément les ordinateurs les plus adaptés. Ils sont extrêmement performants. Ils peuvent être certaines fois assez complexes et ils sont pas toujours, on va dire, les plus utiles pour nous en plongée loisir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur les ordinateurs en Europe, on a une migration des constructeurs vers le modèle de Bullman, hein. Donc on est revenu un peu en arrière, hein. Donc Suunto, qui était pro RGBM depuis très longtemps, lâche le RGBM doucement, hein, et évolue vers le Bullman. Aux US et en Australie et dans les pays anglo-saxons, par contre, ils jouent beaucoup plus par le palier profond et souhaitent multiplier les risques, hein, et donc du coup, multiplier les sécurités, pardon. Et donc du coup, ils se sont tournés et restent tournés vers le RGBM. Mais il faut savoir qu'en Europe, ça migre beaucoup, beaucoup vers le Bullman, et même Suunto, hein, qui était pro RGBM, migre vers le Bullman, hein. Pardon. Voilà, et vous avez aussi aujourd'hui des ordinateurs qu'on appelle les ordinateurs open source, hein. C'est une gamme qui est assez large, comme vous avez par exemple le Scuba Pro, le Galileo, où en fait vous pouvez télécharger un logiciel et le faire évoluer vers le Trimix. Vous avez l'OSTC, hein, avec un open source. Vous avez le Petrel aussi, et bien d'autres, hein, j'en cite quelques-uns, mais en tout cas vous avez les ordinateurs qui sont open source. Et aujourd'hui, les fabricants, ils veulent développer des ordinateurs pour les générations qui sont connectées. Donc là, on le voit, hein, comme la montre connectée Apple Watch. Bon, c'est pas, je sais pas, et je connais personne qui l'utilise. J'ai vu qu'une seule fois, mais je sais pas, j'ai pas eu trop de retours dessus sur les DSAT, mais en tout cas, ça existe. Euh,
C'est des outils qu'on peut gérer depuis un smartphone en fait, hein, ou un ordinateur et ça nous permet d'avoir des applications qui sont multiples et téléchargeables et qu'on peut basculer, sur la montre, et sur l'ordinateur de plongée. Voilà, bon ça c'est un exemple d'open source, je vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve que ça j'ai beaucoup parlé donc je vais peut-être avancer. En tout cas, c'est un exemple d'ordinateur open source sur lequel vous pouvez, donc ça je l'ai manipulé, hein, je l'ai fait chez, Gilles Scubawin à Grenoble dans son magasin. Donc on a fait des simulations, on a travaillé dessus donc par contre l'inconvénient c'est qu'il y a pas de possibilité de régler gradient factor sur ce type d'ordinateur, en tout cas, sur celui-ci avec l'iPhone, hein. Voilà, et donc du coup, et vous avez certains ordinateurs maintenant qui permettent la réception de SMS, donc ça c'est super. Alors, pas sous l'eau, hein, mais, vous pouvez, basculer des SMS, de votre ordi que vous avez au poignet vers les téléphones et inversement. Et vous avez des ordinateurs, on va dire un peu plus, techniques, qui permettent d'avoir des migrations des algorithmes. Donc on peut faire évoluer les algorithmes, hein, comme la gamme Sunto, hein, Leon Steel ou le D5, hein, où vous pouvez faire évoluer le RGBM vers le Bullman, hein, vers le 16C. Donc ça c'est faisable, ainsi que le Genus de Marès, vous pouvez le faire évoluer du RGBM vers le 16C. Voilà, et vous avez des ordinateurs, on va dire plus tech encore, qui sont les ordinateurs multi-algorithmes, qui sont combinés avec Bullman ou VPM, par exemple. Vous avez la gamme Ratio, Pro Easy 2 Pro Tech Plus, donc là, ou REB, où dessus vous avez du CSB et du VPMB. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un exemple, et donc du coup, ça vous permet de basculer d'un algorithme à un autre en fonction des profils de plongée que vous allez faire. Si vous plongez au mélange ou vous plongez à l'air, vous pourrez, évoluer sur les différents algorithmes. Et donc vous avez, bah, pareil sur le ratio, le iX3M, c'est pareil, vous pouvez le faire évoluer. Vous avez le 12, le L12, le 16B, le 16C ou le VPMB qui sont, utilisables sur ce type d'ordinateur-là. Voilà, ça c'est un ordinateur qui a été couplé à, je voulais vous en parler parce que bon pour l'instant j'ai pas eu de retour dessus parce que je ne sais pas, je connais pas de plongeur qui m'en a parlé, qui plonge avec. Mais en fait, c'est un ordinateur qui est couplé avec le système Odive, et pour le coup, qui a été développé par la société, Azote, non, j'ai perdu le mot, c'est la fatigue, Azote Systèmes. Et donc du coup, vous avez des ordinateurs qui sont couplés avec leur base de données, récupérée sur le, mmh, sur le sur l'outil avec l'outil Odive en fait, hein. Vous connaissez l'outil Odive et donc du coup, en fait, cet ordinateur-là, il se connecte, à la base de données et il optimise votre profil de plongée en fonction de vos paramètres et de la base de données qu'il a dans le système Odive. Donc je n'ai pas de retour là-dessus, donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, il a été développé donc il y a 2 ordinateurs qui ont été développés, hein. Il y a l'Odyssée, d'Azote Systèmes donc qui est pour la plongée loisir et l'Orcom, qui est plutôt, pour la plongée, enfin qui est pour la plongée, militaire, donc difficile d'avoir des infos dessus, mais heu, en tout cas, qui existe aujourd'hui en ordinateur, on va dire, connecté, à une base de données, couplé à une base de données. Voilà, donc là, vous retrouvez derrière, je passe, hein, vous retrouvez derrière les ordinateurs, c'est ce que vous allez avoir sur un fichier Excel, mais de manière beaucoup, beaucoup plus détaillée. Donc vous retrouvez une partie des ordinateurs que vous avez sur le marché avec les algorithmes qui sont dessus. Donc il y en a ça va jusqu'aux derniers ordinateurs qui sont sortis là, hein. J'ai 2 dernières slides à vous montrer, c'est les M-value, et pour vous parler des gradient factor. Donc les M-value, donc la M-value une M-value, hein, c'est la pression partielle maximale tolérable de l'azote ou de l'hélium pour chaque compartiment et pour chaque profondeur, hein. Autrement dit, en fait, une M-value, c'est la tension maximale de gaz admissible et tolérable dans un compartiment donné. Donc vous avez ici la droite des pressions ambiantes, hein, et en bas vous avez, la profondeur. Et là, en ordonnée, vous avez la tension en barre. Donc là, vous avez la droite des pressions ambiantes. OK, donc là, vous avez la droite des je vais vous montrer parce que je vous montre ça parce que vous allez comprendre où on en est aujourd'hui avec les gradient factor et pourquoi quand on utilise les gradient factor en plongée à l'air, l'intérêt est moindre. Là, vous avez la droite des coefficients de Haldane, hein, ici. OK, donc quand on plongeait avec les tables, on était là, hein, d'accord? Après, donc on a eu la droite des M-values de Workman, hein, qui a été un peu plus conservative et donc du coup, elle se trouve ici, hein. Donc, l'espace de désaturation, il est là.
tac, 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 ici, tac, tac, tac. Parce que quand on est ici, quand on est au-delà de là, on est en accident quand on remonte trop vite. Et donc là, vous avez la droite dépression en bas, donc le couloir de descente, il est ici. Donc on a quand même sécurisé la plongée, en tout cas les décos. Et si on regarde ce qui s'est passé après, donc là, vous retrouvez la droite des M-value de Bullman, de Workman, pardon. Et derrière, Monsieur Bullman nous a sorti aussi une droite des M-value extrêmement intéressante ici, encore plus conservative que vous retrouvez ici, d'accord? Donc vous avez toujours la droite des pressions ambiantes. Là, vous avez Bullman, là, vous avez Workman, et là, vous aviez Haldane, hein, les tables, hein. OK? Et donc là, si on fait une simule sur une plongée, hein, donc on descend, tac, 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 on sature, on est au fond, on sature, on commence à remonter. Donc on arrive au niveau de la droite des pressions ambiantes. Donc là, hop, on va remonter. Donc là, on désature. Sauf que là, on ne peut pas franchir la droite des M-values de Bullman, parce que si on franchit la droite des M-values de Bullman, on dépasse les seuils de sursaturation critique et on fait un accident de plongée. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un premier palier, tac, on fait baisser notre tension, hop, on peut continuer à remonter ici, tac. Là, hop, on retouche, on croise la droite des M-values de Bullman. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un second palier, hop, on désature, etc., etc., et on revient à la pression atmosphérique. Et donc, quand on est ici, dans ce couloir de désaturation, on a quand même, on a un couloir, on est quand même en sécurité, hein, puisque par rapport à Workman, le couloir était beaucoup plus large, et par rapport à Haldane, que vous aviez avant, le couloir est encore plus large. Donc on a sécurisé la plongée, on a sécurisé la plongée avec Workman, on a sécurisé la plongée avec Bullman, et là on s'est dit, tiens, on va rajouter des gradients de factor. Ouais, c'est super, c'est super. Alors c'est très bien pour les plongées tech, la plongée au mélange, la plongée au recycleur, je n'enlève pas là-dessus. Par contre, sur la plongée à l'air, honnêtement, il n'y a pas un intérêt grandissant, parce que quand on rajoute des gradients de facteurs, ici, vous retrouvez la droite des M-value de Bullman ici, hein, OK, la droite des pressions ambiantes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rajoute des gradients de facteurs haut ou bas? En fait, on va réduire encore ce couloir de désaturation, d'accord? Hop, ici, vous l'avez ici. Donc, on va réduire ce couloir de désaturation. Donc, on va recréer une ligne des M-value différente, on va dire encore plus conservative. Et derrière, on va avoir un couloir de désaturation qui va être resserré ici, tac, 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 tac. Mais donc, du coup, vraiment loin de la droite des M-value d'Aldan, et donc du coup, vraiment, vraiment en sécurité. Et donc du coup, on va être loin de la zone de sursaturation et donc loin du risque d'accident. Sauf qu'en fait, on arrive à des aberrations où aujourd'hui, on fait une plongée de 15 minutes à 60 mètres, hein, si on plonge sur le Togo par exemple, et en fonction des gradients de facteurs que vous avez, j'ai une plongée qui est simulée, bon la diapo je l'ai masquée, mais vous l'aurez dans le diaporama, où on se retrouve avec 2 heures de décompression en fonction des gradients de facteurs qu'on a utilisés, et pour ce même type de plongée, 15 minutes à 60 mètres sur une plongée à l'air. Voilà, donc du coup, méfiance par rapport au gradient de factor. Et il faut savoir que, donc je rebondis et je vais ouvrir la discussion juste après. Donc il faut savoir qu'il y a 3 semaines, Alain Fauré donc a jeté un pavé dans la mare concernant, la gestion des plongées consécutives avec les ordinateurs de plongée. Donc on va en parler parce que je pense que vous avez des questions là-dessus. Mais moi ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est qu'il faut savoir qu'en 2017, le professeur, Van der Schuren, il a publié pour Dan, hein, une étude sur les gradients de factor. Et en fait, il faut savoir que dans l'utilisation des gradients de factor, en tout cas, on constate qu'il n'y a pas d'ADD aujourd'hui quand les gradients de factor ils avoisinent 62%, hein. Donc dans la tranche 47-74%, il n'y a pas beaucoup d'accidents de décompression, donc on peut dire que l'utilisation des gradients de factor est utile. Au-delà de ça, au-delà de ces pourcentages-là, à contrario, on a beaucoup d'accidents lorsque les gradients de facteur avoisinent les 79%, donc pour la tranche 72 à 84%. Bien sûr, il y a des grandes variabilités individuelles et notamment par rapport au phénomène bullaire, parce que c'est vraiment très individu dépendant. Mais il faut savoir qu'on a une zone grise ici qui existe pour la tranche 72-84%, pour lequel aujourd'hui on n'a pas vraiment d'explication. Et c'est une zone qui est extrêmement accidentogène et où le nombre d'accidents de décompression est très élevé. Donc c'est une étude qui a été publiée, vous la trouverez sur Internet, hein, si vous tapez Frédéric Van der Schuren 2017, c'est une étude d'Anne, elle a été publiée, donc vous l'aurez, soit, en plus elle est en français, vous l'aurez, sinon vous aurez l'abstract, donc le résumé de l'étude. C'est intéressant à lire et ça permet de réfléchir sur l'utilisation aussi des gradients de facteurs. Voilà, et ça, c'était pour vous montrer qu'aujourd'hui, les gradients de facteurs, donc Jean-Pierre Imbert travaille là-dessus en fait, hein, sur la modification des gradients de facteurs. Donc aujourd'hui, les gradients de facteurs sont très fiables pour la plongée à l'air jusqu'à 60 mètres, hein. Au-delà de 60 mètres, donc normalement, on est censé plonger au mélange, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Imbert travaille sur des gradients de facteurs linéaires, mais cassés. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de 60 mètres, la courbe des gradients de facteurs, enfin la droite des gradients de facteurs, elle est
Elle est toujours linéaire, mais elle est cassée, et ça permettrait une utilisation au-delà de 60 mètres. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de modéliser autre chose que, le simplement le temps et la profondeur, parce qu'aujourd'hui, Bullman, alors l'algorithme de Bullman, il prend 2 facteurs en compte, hein, c'est le temps et la profondeur. Mais on pense qu'on a de gros facteurs individuels qui sont extrêmement, heu Hem, marquant, en tout cas qui marque, et qui, il y a des grandes variabilités individuelles, et notamment ça concerne le filtre pulmonaire et la capacité du filtre pulmonaire à gérer les bulles. Et aujourd'hui, les travaux qui sont faits, notamment par Jean-Pierre Imbert, mais d'autres physiologistes, c'est d'essayer de modéliser le filtre pulmonaire, pour savoir si on peut pas rajouter, au temps et à la profondeur un troisième paramètre dans le calcul des algorithmes de DSAT. Donc si j'avais, une chose à vous dire en résumé, c'est ça, c'est qu'entre la théorie, les statistiques, les calculs mathématiques et les moyens de dessin actuels, il y a toujours les hommes, leur physiologie variable, la réflexion et surtout le bon sens. La tendance générale, elle va au ralentissement des vitesses de remontée et la limitation des facteurs de risque. Ça, c'est extrêmement important. Et les recherches actuelles s'orientent autour de la détection de bulles en temps réel, de la physiologie humaine, avec la modélisation du filtre pulmonaire notamment, de la biologie ou de l'immunologie, pardon, afin d'obtenir des désaturations qui sont plus personnalisées. On y arrivera peut-être, mais aujourd'hui, de toute façon, ça reste très complexe et très individu dépendant, et très, pour un même individu, très temps dépendant. Donc, parce on n'a plus pas du tout la même physiologie, mais la même réaction sur une plongée qu'on va faire le matin, le lundi, et le matin, le jeudi. Donc, du coup, on a des variabilités individuelles qui sont aussi extrêmement fortes. Il n'y a pas de statistiques concrètes, hein, sur la corrélation entre les accidents et les moyens de dessin utilisés. Il y a quelques statistiques, mais il y en a pas beaucoup, et sur peu d'incidents. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire quelle est l'hypothèse la meilleure. Et on ne peut pas se baser que sur le ressenti du plongeur, hein, parce que c'est un critère qui est assez subjectif. Donc, du coup, c'est une approche qui est quand même extrêmement empirique. Et aujourd'hui, les enjeux commerciaux, ils poussent les fabricants à la rétention d'informations et au marketing de masse, hein. On l'a vu avec, les gradients de facteurs, on le voit avec tout un tas de paramètres qui sont proposés pour les ordinateurs de plongée loisirs et qui ne sont pas forcément justifiés, aujourd'hui. Donc il faut surtout se méfier aussi de la littérature que vous avez sur internet, hein, parce qu'on peut lire tout et son contraire en l'espace de 30 minutes. Donc vigilance là-dessus. Et il faut savoir que les tables de plongée, elles ont fait leurs preuves, mais c'est certes, mais que les ordinateurs, ils restent un outil extrêmement fiable. Mais par contre, c'est vous qui vous connaissez le mieux, et les ordinateurs, ils sont qu'une aide à la désaturation, et c'est vous qui devez rester maître de votre désaturation et de votre décisions qui sont prises sous l'eau, et c'est pas l'ordinateur. Voilà. Et j'espère que je vous ai pas trop, Non, non, tué, non, c'était super. Merci beaucoup, Thierry. On a super, je quelques sais pas, questions. mais Non, non, c'était génial, c'était alors je génial. je vais départager comme ça je peux vous voir parce que je vous vois pas, c'est Ouais, un peu ouais, frustrant en y a pas de fait. problème. Et tu Heu, pourras même lire le chat, tu verras. On a quelques questions, donc si tu départages, oui, si je te laisse départager, comme ça tu nous verras. hop, échappe, où je suis là? Ah mais Ou sauf à que moins que tu veux laisser partager, si tu veux revoir non, des non, non, non. diapos en fonction des Ouais, mais questions. je vous ai perdu. Arrêtez le partage, pardon. C'est bon. Ouais, voilà, impeccable. Donc, on a une première question. Donc, je les ai reprises un petit peu dans l'ordre de ton intervention, hein. Donc, la première, c'est tout ce qui, quand tu expliques un petit peu le phénomène de l'ADD. C'est concernant la cascade inflammatoire qui vient majorer l'accident de désaturation. L'aspirine n'est plus utilisée par manque de données probantes. Y a-t-il d'autres médicaments en test, type Plavix ou autre? Alors pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. La cascade après l'aspirine, elle a été utilisée pour son effet anti-agrégant plaquettaire, hein, donc et c'est vrai qu'après on pouvait lire, tout et son contraire, et c'est vrai que les médecins, et pour le coup, j'ai vu qu'il y avait Yves Le Rumeur qui était connecté. D'ailleurs, il pourra peut-être nous donner son avis là-dessus. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Yves. Il faut savoir que les médecins et les experts étaient pas du tout d'accord sur, le rôle et l'intérêt de l'aspirine sur la gestion des accidents, en tout cas sur les phénomènes inflammatoires. Bon, pour le coup, aujourd'hui, je ne crois pas, mais c'est une bonne question. Je vais la poser à, mmh, à Karl Willem, hein, que j'ai souvent au téléphone, et du coup, mais à ma connaissance, non. J'ai pas eu écho d'autres utilisations, de médicaments, pour la gestion. Alors après, il y a un protocole, hein, que je ne connais pas par cœur, hein, mais il y a un protocole quand on arrive aux questions, il y a un protocole, de mise en on va dire de mise en place, sous forme de perfusion, avant que la personne soit caissonnée, et pendant tout le temps des séances Ah, de caisson. Mais,
C'est Je intéressant parce qu'on aura donc un prochain PVDM, je sais plus, je crois que c'est celui d'avril, où on a Olivier Giraud, qui est justement un médecin qui intervient dans ces accidents sur les protocoles de décompression. Donc, ça sera intéressant de reprendre cette question. J'ai une deuxième question, c'est y a-t-il des études démontrant l'augmentation des accidents sur les plongées inversées? Alors là, en même temps, j'ai une réponse dans le chat de Laurent là, qui dit que pas d'études sur le sujet. Un workshop de scientifiques en 1999 indiquant qu'il faut éviter un delta de plus 12 mètres sur la plongée suivante, les deux plongées étant dans la courbe. non, Alors, il y a pas de. En fait, y a pas- ouais. physiologiquement, tu peux expliquer. Enfin, tu te rends quand on connaît en fait la mécanique bullaire. Et ce qui se passe quand on plonge, c'est du bon sens de faire une deuxième plongée moins profonde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études spécifiques là-dessus. Il n'y a rien qui montre que. Enfin, j'en ai fait, hein, tout le monde en a fait. J'en ai fait des méchantes d'ailleurs. Il y a eu passé un temps. Et en fait, ça fonctionne. Après, il y a on prend des risques énormes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'études publiées là-dessus. Oui, il y a il y a des workshops qui ont été faits. Il y en a eu deux, je crois. Il y a eu deux workshops. Il y a des recommandations, on fait des recommandations, des avis, mais il y a pas d'études. En tout cas, moi, dans mon mémoire, j'en ai pas trouvé une. Quand j'avais fait mon mémoire, parce que j'ai ratissé très très large pendant pas mal de semaines, et j'ai rien trouvé là-dessus. Et encore maintenant, j'ai pas, il y a pas. Sans problème. Donc, une autre question, alors là, on rentre sur les algos. Un ordinateur utilisant le 16B, donc le ZHL16B, table, peut-il mieux calculer les plongées séjour comme les MN90? C'est une bonne question. Les ordinateurs, en fait, les ordinateurs, ils vont calculer. De toute manière, ils vont calculer. Donc, à partir de ce moment-là, il y a pas. Alors, quand on utilise. Normalement, les tables, ce qu'il faut savoir, c'est que les tables, normalement, c'est 2 plongées par 24 heures. Et c'est pas plus de 5 jours de plongée consécutives. Les recommandations des tables MN90, faites avec des plongeurs de la Marine nationale, extrêmement bien entraînés, plutôt assez jeunes, c'est-à-dire inférieurs à, enfin, moins de 30 ans, les préconisations pour la plongée loisir tout venant, c'était 2 plongées par 24 heures maximum et pas plus de 5 jours consécutifs de plongée. Voilà. Au-delà de ça, les ordinateurs, les ordinateurs, on devrait les utiliser de la même manière en fait, parce qu'ils n'ont pas été faits pour être utilisés sur des plongées comme ça de 2, 3, 4 plongées et sur 15 jours de plongée consécutive. Mais l'ordinateur, il va calculer en fait ta DSAT et aujourd'hui, tout le monde l'a fait. Tout le monde a plongé avec un ordi sur des plongées, sur 3 plongées par jour et du coup, on s'est retrouvé avec une gestion de la déco et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, est-ce que l'utilisation du B plus proche de plus proche des mètres 90 sera plus fiable que le C? Je suis pas sûr parce qu'on prend autant de risques avec l'un qu'avec l'autre, hein. Donc, D'accord. c'est pas parce que tu vas rajouter 3 minutes de palier que ça va forcément te faire passer à côté de l'accident. Dommage pour l'ordinateur qui vendait le B, donc, Oui, oui, oui. alors, Ben, pour votre info, d'ailleurs, Alain Fauré déclarait qu'il n'y avait aucun ordinateur avec un algorithme ZB sur le marché. C'est oui, faux, en fait, voilà, pour le on coup. a Mais découvert qu'il y en avait un, non, donc mais il y en avait un, finalement. ouais. Et justement, sur les ordinateurs qui sont liés avec, je ne sais plus comment ça s'appelait, le système pour détecter les bulles, là, on avait une ODive, remarque le dans le, système ODive, oui. voilà, on a une remarque Ah, dans le chat de oui, Laurent, là, de Bardassier, qui disait que l'Odyssée n'est plus vendue actuellement et Azote met le focus sur le projet militaire. oui, ça Voilà. m'étonne pas, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà. Une question sur l'étude de Van den Schuren. Hmm. Est-ce qu'il parle des GF haut ou bas? Et j'ai pas trouvé dans l'étude. Il parle des GF en général. Non, mais parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question, parce que cette slide, je l'ai déjà montrée sur les formations MF2, parce qu'il y a deux, trois slides que j'ai recyclés des formations MF2. Bon, je les ai mises à jour, hein, mais et je n'ai pas trouvé dans l'étude s'il parle des hauts et des bas. C'est la limite de cette étude-là. Je ne sais pas. Ouais, du coup, il y a une autre derrière, il y a peut-être des Po- incompréhensions. J'ai un peu de mal à comprendre, il dit, et une question personne qui dit j'ai un peu de mal à comprendre, des GF compris entre 78 et 84 occasionnent des ADD, alors que inférieur à plus. 64, c'est plus sûr. Ah, Et ouais. voilà. Et on conseille des GF 100-100, la droite de Bullman.
C'est Ah ça, bah oui, remarque. parce qu'en fait, oui, oui, en fait, parce qu'en fait, pour l'utilisation de la plongée à l'air, t'as pas forcément besoin d'utiliser les gradients de factor. Les gradients de factor, au départ, ils ont été faits plutôt pour la plongée engagée au mélange. C'est devenu un argument marketing pour faire vendre des ordinateurs aux plongeurs loisirs, hein. L'utilisation des gradients de factor aujourd'hui pour la plongée air, il n'y a aucun intérêt. Parce que quand tu vois la droite des M-value de Bullman, tu es vachement en sécurité par rapport à la droite des M-value de Workman et par rapport à la droite des M-value enfin, la droite des M-value de Haldane. Et donc, du coup, tu es déjà extrêmement en sécurité. Donc, rajouter des gradients de factor, pourquoi pas? Mais après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as plus de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu auras beau rajouter des gradients de factor, sécuriser ta plongée, rajouter des paliers. De toute façon, ton ordinateur ne saura pas que tu as fumé après ta plongée, que tu as picolé entre midi et deux ou tu as picolé le soir, que tu es fatigué, que tu es stressé, que tu as 65 ans et pas 25, parce que globalement, on utilise des ordinateurs alors qu'on peut avoir 60 comme 25 et on utilise le même ordi avec le même algorithme. Si tu mets pas de gradient de factor ou si tu en mets, tu vois, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le gradient de factor, c'est pas parce que tu vas rajouter de la sécurité que tu vas faire énormément de paliers, tu vas pas faire d'accident. À un moment donné, quand tu joues avec tes facteurs de risque, eh ben, à un moment donné, tu payes l'addition. Il faut savoir qu'on paye toujours l'addition. Alors ça passe juste, mais il faut savoir que ça passe pas toujours. Et je crois qu'il y a sûrement des médecins qui sont connectés là, qui pourront dire qu'il y a toujours des. Et bon, c'est sûr qu'après, on te dit de plonger avec du 100-100, parce que si tu plonges avec du 100-100, tu te retrouves. J'ai un profil, je crois, avec du 100-100, mais avec du 100-100, tu fais que du palier, hein. C'est, je crois que j'ai le profil. Alors, comment tu interprètes si, alors c'est une question, hein, c'est un ordinateur qui a un 16C Bullman, mais Oui. sans GF, donc qui utilise le Bullman traditionnel, et le même ordinateur, quoi, un autre ordinateur avec GF, où tu vas lui mettre quoi comme type de GF pour recaler le 16C sans GF? Question. Alors, c'est comment tu paramètres tes GF d'un ordinateur qui a des Voilà, GF. exactement. Parce que habituellement, si tu veux, les plongeurs, ils vont mettre du 80-80, tu Ouais. sais, pour avoir quelque chose de similaire par rapport aux autres ordinateurs qui n'ont pas de GF, entre guillemets. Mais un 16C sans GF. C'est difficile parce que si tu as le 16C, enfin si tu es en 16C sans GF, donc tu vas être sur du 100-100 ou du 90-90 parce que les ordinateurs sont plutôt paramétrés sur 90-90. Du coup, enfin, tu peux pas. C'est-à-dire que c'est soit ton ordinateur où tu peux régler les gradients de facteur, il faut que tu le mettes en 90-90 ou en 100-100 parce que c'est ce qui te permettra de coller au mieux à celui qui n'a pas de GF. Parce que sinon, enfin, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire autrement, hein. Et après, il y a Après, une dernière question, il y a une dernière question qui est finalement, qu'en est-il du palais dans la mare d'Alain Forêt concernant la non-gestion de la majoration de la deuxième plongée par certains ordi? oui, bah, j'ai beaucoup échangé, j'ai eu pas mal de personnes, même de la Fédé au téléphone à ce sujet-là. Alors, ce qu'il faut voir si vous avez l'opportunité de regarder de revisionner la vidéo, c'est que à un moment donné, il a focalisé sur ces profils de plongée-là, 30 minutes, 30 mètres, 1h30 d'intervalle, 30 minutes, 30 mètres, parce que sur les autres profils de plongée, les ordinateurs, ils calculaient et il n'y avait pas de problème. Donc, il s'est dit, on va mettre l'accent là où ça fait mal, et donc sur des profils 30 minutes, 30 mètres, 30 minutes, 30 mètres avec 1h30 d'intervalle. C'est des profils que l'on ne fait jamais. Tu fais jamais 30 minutes à 30 mètres. Oui, tu le fais sur une épave, on est d'accord. Tu fais pas 1h30 d'intervalle et tu vas pas refaire une plongée 1h30 plus tard, 30 minutes à 30 mètres. C'est des profils qu'on fait jamais. On a plutôt 2 à 3 heures d'intervalle, très souvent. On peut avoir une plongée carrée le matin sur une épave, hein, par exemple, mais l'après-midi, tu vas avoir une plongée qui va être pas calé sur la même que le matin, mais de toute façon, tu n'auras pas qu'une heure et demie d'intervalle. Alors c'est vrai que certaines fois, dans certains pays chauds, tu fais des plongées double tank, hein, où tu fais une plongée à 30 mètres et une heure et demie après, tu en fais une autre, mais c'est pas du tout ces profils de plongée-là. Donc, il faut déjà prendre du recul par rapport à ça. Après, ça mérite. Alors, si tu prends les tables, il faut savoir que 30 minutes 30 mètres, avant, c'était la courbe de sécurité des tables GR 65, hein. Avant, on faisait 30 minutes 30 mètres, on n'avait pas de palier. Avec les MN 90, quand tu fais 30 minutes 30 mètres, tu as 8 minutes de palier de mémoire, hein. Je les ai là. Tu as 8 minutes de palier à 3 mètres. Ok, je vais regarder 30 minutes 30 mètres, mais il me semble que c'était ça, je dis pas de bêtises. Ouais, tu as 9 minutes de palier à.
Oui, Daniel, oui, à 3 mètres. une question Et Guy, je vais lui couper le micro. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est fait. Merci. Et donc, du coup, donc les tables, les MN90 te donnent 9 minutes de palier. Donc, les ordinateurs, quand tu regardes la visio d'Alain Forêt, quand tu regardes les ordinateurs donc, sur la première plongée, ils te donnent entre 12 et 18 minutes de palier. Donc, déjà, tu te retrouves avec beaucoup plus de palier que les tables. C'est surprenant sur une plongée de 30 minutes à 30 mètres. D'accord? Les tables te donnent 9 minutes, les ordi te donnent entre 12 et 18 minutes de palier. Et sur la deuxième plongée, donc les tables te donnent à peu près 35 à 38 minutes de mémoire, je l'avais calculé. Les tables, si tu fais 1 heure et demie d'intervalle et 30 minutes à 30 mètres sur une seconde plongée, les tables te donnent à peu près 38 minutes de palier. Donc, comme une partie des ordinateurs qui, euh, qui ont été testés par Alain Forêt, mais les ordinateurs qui sont incriminés donnent que 16 à 18 minutes de palier globalement sur la deuxième plongée, c'est-à-dire presque autant que la première plongée. Aujourd'hui, sur deux plongées, sur une deuxième plongée où tu fais 30 minutes à 30 mètres et 30 minutes à 30 mètres, faire 40 minutes de palier, je trouve que c'est un non-sens. Tu as une saturation qui ne correspond pas à ça, tu vois. Je ne vois pas pourquoi on fait autant de paliers sur une deuxième plongée. Donc, quand les ordinateurs t'indiquent que 16 à 18 minutes de palier sur une deuxième plongée, moi, ça ne me choque pas. Mais c'est juste mon avis perso. En tout cas, ce qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est des profils qu'on ne fait jamais. Et ça Mhm. mériterait donc de refaire cette étude-là, mais de manière plus large, avec peut-être plus d'ordinateurs que ces quelques ordinateurs-là. Alors, c'est vrai que ça a mis un pavé dans la mare, hein. Après, il y a peut-être un biais là-dessus spécifique sur ce type d'ordinateur-là, sur ces 3-4 références d'ordi. Mais après, tu vois, 16 minutes de palier sur une deuxième plongée de 30 minutes à 30 mètres l'après-midi, moi, ça ne me choque pas. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était la courbe de sécurité, 30 minutes à 30 mètres. Donc, en fait, tu as une saturation qui est pas énorme, en fait, hein. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir, c'est que par rapport à Aldan, quand on regarde comment on a sécurisé entre Aldan, Workman, Bullman et après les gradients de factor, Mhm. on est, on est, euh, on est Ouais, on loin n'en finit plus, du. quoi. Tout à Ah ouais, fait. ouais, enfin, c'est ça. Mais après, à un moment donné, c'est soit on a peur et on fait autre chose que de la plongée, mais on arrête de se mettre des gradients de factor pour se taper 40 minutes de palier ou 25 minutes de palier sur des plongées sur lesquelles c'est pas justifié. Parce que de toute façon, si vous devez avoir un incident, vous l'aurez parce que c'est bien de rallonger les paliers, mais jusqu'à quelle limite, tu vois, c'est pas parce, et puis c'est pas parce que tu vas en faire 3 minutes de plus que tu vas passer, tu vois, si tu dois avoir un accident, tu l'auras. Donc à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi avec les gardiens de factor, il ne faut pas se surmajorer les paliers, il faut plonger de manière raisonnée. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, si tu as picolé entre midi et deux, si tu fumes, si tu as 60 ans, si tu fais 120 kilos et pas 25, et si tu fais pas de sport, à un moment donné, tu auras beau mettre des gradients de factor, tu as, des facteurs individuels qui ne sont pas du tout pris en compte par tes ordis, par tes gardiens de factor, et tu auras beau en mettre, c'est pas pour ça que tu vas pas faire d'accident, tu vois. Donc du coup, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et par rapport à l'étude à la forêt, bon, ça mérite réflexion. Je pense qu'il faut élargir, il faut prendre de la hauteur. Je pense qu'il faudrait refaire cette étude de manière un petit peu plus large. En tout cas, c'est des profils qu'on fait jamais, hein. 30 minutes, Ouais. 30 mètres, 1 heure et demie, 30 minutes, 30 mètres, on fait jamais. Moi, enfin, voilà, tu fais pas ça. Donc, Non, sans problème. Donc, bon, je pense qu'on aura plus d'infos après par la suite sur ce qu'il est en train de faire. J'ai une question sur quelle est la différence entre justement le B et le C. Tu l'as évoqué à un moment eh ben, donné, mais ouais, c'est parce qu'en fait, au départ, le B, il a été uniquement calculé pour une utilisation table, et le C, c'est uniquement pour des logiciels dans les ordinateurs de plongée, en fait. Le A, c'est expérimental, le 16A, c'est expérimental, le B, normalement, c'est pour les tables, et le C, c'est pour les logiciels de DSAT pour les ordinateurs. Mais il faut savoir que le 16B est présent dans même deux, je crois qu'il y a un deuxième modèle d'ordi qui a du 16B. d'accord. J'ai une question sur, on revient sur Azote, sur le petit appareil pour détecter les bulles, là. L'individualisation des paramètres semble être une réponse aux accidents immérités. Le Galileo avait un capteur cardiaque et sonde R pour une mesure de l'effort. Qu'en est-il des capteurs de microbules connectés sur l'ordi? Alors, le Galiléo, je connais beaucoup de monde qui ont plongé avec des Galiléo. Moi, je plonge toujours avec un Galiléo. Je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est à tort, hein. Et je connais peu de personnes qui l'ont utilisé. Je pense que c'est un outil, enfin, la sonde euh, que l'on met autour de la taille, enfin autour de la taille, en tout cas autour du sternum. Je pense que c'était utile, mais sauf que je n'ai jamais mis en application ça, et je connais peu de monde qui ont utilisé ça. Donc, pour revenir à ta question, euh,
le système ODive, il a l'avantage d'exister. Donc, moi, je suis réfractaire à cet outil-là. J'ai eu une grosse discussion avec Axel Barbeau quand je préparais mon mémoire au lancement de l'outil. Aujourd'hui, en fait, il te détecte la quantité de bulles circulantes avant la plongée. D'accord? Tu plonges et tu mets ton Doppler et tu détectes la quantité de bulles circulantes après la plongée. Ça part dans une banque de données. Donc, la banque de données qui a été utilisée au départ, c'était celle de Dan, hein, parce qu'en fait, il y avait, je ne sais plus combien, presque 1 million de plongées. Enfin, en tout cas, il y avait un nombre de plongées extrêmement important. Et donc, en fait, il y a un partenariat qui a été passé avec Azote System et Dan pour récupérer la base de données de référence pour l'utilisation plus rapide de la sonde. Du coup, donc, tu poses ça sur ta sous-clavière. Donc, ce n'est pas le meilleur endroit pour détecter la quantité de bulles. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bulles que tu vas faire un accident. Alors, il y a plus de risques, c'est sûr. Tu as plus de phénomènes inflammatoires forcément quand tu as beaucoup plus de bulles, mais ce n'est pas pour ça que tu vas faire un accident. Et inversement, c'est pas parce que tu as peu de bulles circulantes que tu vas pas en faire. Et ce qui me gêne le plus, et après je réponds à ta question par rapport au couplage sur l'ordinateur, c'est qu'en fait, donc tu couples ça avec ton ordinateur. Donc l'ordinateur qui est sorti Odyssey, alors que visiblement qui a fait flop, mais ça m'étonne qu'à moitié parce que c'est pas assez rentable. Il fallait l'ordinateur militaire plus rentable. C'est qu'en fait, il récupère donc une fois que tu as fait ces mesures, donc ça part sur sa banque de données et ton ordinateur se connecte à cette banque de données avant la plongée et après la plongée. Et en fait, il intègre tous ces paramètres-là et il te propose une décompression optimisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour un même individu, tu ne peux pas reproduire 2 fois la même plongée. C'est impossible. Tu as tellement de paramètres qui rentrent en compte, le froid, ton stress, ton état de fatigue, la température de l'eau, l'état de la mer, la profondeur de la plongée, la densité de l'eau, etc., etc. Donc tous ces paramètres-là, si tu veux optimiser simplement avec la détection de bulles ta désaturation, il faudrait reproduire exactement la même plongée et donc, tu détectes avant la plongée, tu détectes après. OK, donc sur une plongée, voilà, tu as des paramètres X ou Y, tu as t'as un indice de bulle et il va te donner un certain profil de désaturation. Et ben, il faudrait que tu refasses la même plongée pour que le profil qu'il va te donner corresponde à vraiment la plongée que tu as faite. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas refaire la même plongée, c'est impossible. Personne ne peut faire 2 fois la même plongée. Mais même toi, hein, moi, physiologiquement, je ne peux pas faire 2 fois la même plongée parce que tu n'es pas dans le même état physiologique à 2 moments différents. Tu t'es toujours différent sur ton état physiologique entre le stress, la fatigue, le froid, ce que tu as bu, ce que tu as mangé, la digestion, les antioxydants que tu prends, les médicaments, etc. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, l'outil, alors l'outil, il a le mérite d'exister. Le coupler à un ordinateur, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On rêve d'avoir des ordinateurs, en tout cas des décompressions personnalisées. C'est super. Peut-être qu'on arrivera à ça en rentrant l'IMC, l'indice de masse corporelle qu'on a, hein, 28, 27, 32, le nombre de cigarettes qu'on fume, le nombre de verres qu'on prend le lundi, le mardi, le mercredi, le filtre pulmonaire, la capacité de ton filtre pulmonaire, de tes poumons, l'état de tes poumons. Donc on rentrera tout ça, ta taille, ton poids. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer au global? Finalement, on va modéliser tout ça, et en fait, on va te majorer tes paliers, tu vois. Et donc, du coup, on va te rajouter des gradients de facteurs. C'est comme si, tu vois, c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la physiologie humaine, elle est tellement complexe et il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans le phénomène de désaturation qu'aujourd'hui, tu auras beau rajouter des éléments pour sécuriser ta désaturation, de toute façon, on ne sera jamais on va se rapprocher un peu de la vérité, mais de toute façon, il y a tellement de paramètres qui vont te faire générer des bulles, ou générer du stress, ou générer de l'hyperventilation, tu vois, ou générer du CO2, que de toute façon, ces décompressions, pour qu'elles soient personnalisées, il faudrait qu'on ait une sonde directement plantée dans ton système, tu vois, une perfusion, en fait, un ordinateur en perfusion qui t'analyse Ouais. en temps normal tu vois, le pH de ton sang, la quantité de bulles que tu as dans le sang, le taux de sucre, tu vois, et en fait, il faudrait, et voilà, c'est envisageable, hein, mais enfin, en tout cas, c'est difficile. Le phénomène tubulaire et l'ordinateur Odyssée, c'est intéressant, mais on peut pas, l'accident de Donc, plongée, il s'arrête pas qu'à ça. alors, il y avait un petit complément dans la question, c'était as-tu connaissance de fabricants qui ont cette tendance à intégrer d'autres paramètres dans leurs ordinateurs, ou du moins, est-ce qu'il y a Ben, des évolutions à venir?
Ils veulent tous le faire, mais personne ne se lance et personne n'ose le faire. Et en fait, globalement, on revient toujours à Bullman, hein. Donc, parce que ça reste le plus fiable, le plus utilisé, le plus utilisable. Et c'est le plus utilisé, hein, depuis. C'est 83, je crois, Bullman. Alors Euh, là, tu parles de l'algorithme, mais plus, il ouais, parlait plus. Donc aujourd'hui, on a de la pression, le temps ouais. essentiellement. Mais est-ce qu'il y a, donc, il y a certains ordinateurs qui ont intégré le rythme cardiaque. On a Oui. évoqué pourquoi pas des microbules, même si c'est pas faisable en tant que tel. Mais est-ce qu'on aurait d'autres paramètres qu'on pourrait intégrer dans l'ordinateur où il y aurait des tendances dans ce sens-là pour avoir des évolutions? En fait, les ordinateurs qui ont intégré le rythme cardiaque ou la consommation, en fait, ils ont pas, ça n'a pas été modélisé, en fait, hein. C'est juste un Ah, paramètre qui est rentré en plus. C'est un paramètre qui a été d'accord. rentré en plus et qui t'a, on va dire, majoré ta désaturation ou minoré en fonction de ce que tu consommes ou de ce que tu ou de ta fréquence cardiaque. Mais en fait, ça n'a pas été modélisé. Aujourd'hui, la modélisation, c'est hyper complexe. Et aujourd'hui, les seuls travaux qui existent, en tout cas à ma connaissance, c'est sur le filtre pulmonaire. Je sais que Jean-Pierre Imbert, il n'y a pas que lui, hein, et d'autres physiologistes travaillent sur la modélisation du filtre pulmonaire, parce qu'il y a un gros enjeu là-dessus, parce qu'il faut savoir que quand tu as une capacité de filtre pulmonaire, du filtre pulmonaire qui est extrêmement performante, tu vas éliminer un maximum de bulles, et donc du coup, tu vas limiter. En tout cas, tu vas réduire ton risque d'accident. Mais c'est pas pour ça que tu n'en auras pas, hein. Mais en tout cas, quand tu as quelqu'un qui a des poumons qui fonctionnent super bien, tu auras moins de risque de shunt pulmonaire et donc tu auras moins de risque de passage bulle veineuse, bulle artérielle, et donc tu vas minorer ton, ton, ton risque d'accident. Et donc aujourd'hui, les travaux, ils sont essentiellement là-dessus sur la modélisation du filtre pulmonaire. Et je sais que Axel Barbeau chez Azote System, il était très intéressé par ça parce que c'est ce qu'il aurait aimé développer au-delà de son ordinateur là, enfin de ses deux ordis parce que j'ai eu une grosse discussion avec lui à ce sujet-là sur la modélisation du filtre pulmonaire, mais en fait c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et je sais que Jean-Pierre Imbert, ça fait 3 ans qu'il travaille dessus, et pour l'instant rien n'a été, on va dire, il n'y a pas eu de, Publié ou non, il n'y ouais, a pas eu de rien publi encore. ou D'accord. d'abstract là-dessus. Pour l'instant, je pense que c'est très compliqué. On arrive proche de la fin de notre intervention. Une dernière question. Donc, alors, c'est oui, une question ouverte. C'est le temps à attendre avant de prendre l'avion est très, très différent entre les différents ordinateurs. OK. Hmm. As-tu un conseil à donner? C'est délicat. Moi, j'ai vu des gens dans l'aéroport avec l'ordinateur une demi-heure avant de monter en espérant que le no-fly disparaisse juste avant de monter dans l'avion. J'ai vu des gens qui n'avaient plus de no-fly depuis 24 heures faire un accident dans l'avion. Donc, c'est délicat. Je pense que, enfin, moi, honnêtement, le conseil que je peux donner là-dessus, c'est de faire 24 heures de coupure. 12, c'est pas assez. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir beaucoup de bulles circulantes et être enfin, beaucoup de micro-bulles et en tout cas avoir une saturation qui est extrêmement profonde sur des plongées, sur des semaines ou des 15 jours de croisière enfin, des 15 jours de plongée successives. Du coup, là-dessus, je pense qu'il faut couper 24 heures avant de prendre l'avion. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est 24 heures. C'est pas moins. Parce que les ordinateurs, ils donnent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ordinateurs, tu en as certains, je te prends l'Aladin Pro. L'Aladin Pro, il va te donner 12 heures de no-fly, par exemple, hein. Tu vois, tu fais un week-end de plongée, tu as 4 plongées, il va te donner 10 heures de no-fly et il va te donner 20 heures de DSAT. Mais il faut savoir que les ordinateurs récents, ils ne te donnent plus les 12 heures les 10 heures de no-fly, ils te donnent ce que te donnait avant en DSAT total, c'est ce qu'ils te donnent aujourd'hui en no-fly. C'est-à-dire que tu as des ordinateurs qui vont te dire, voilà, tu as 20 heures de no-fly. En fait, ce n'est pas 20 heures de no-fly, c'est en fait, tu as moins. Tu peux prendre l'avion avant, mais comme tu es, quand même à risque, du coup, il faut limiter et pas prendre l'avion. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est 24 heures, hein. Au bout de 24 heures, globalement, tu es quasiment à l'abri de ce qui peut se passer. Eh ben, c'est parfait. On arrive pile poil à 30 minutes de questions-réponses. On a eu nos 45 minutes d'intervention. On te remercie très, très fortement, Thierry. C'était super intéressant. On aura donc le support PDF. Je le mettrai Ouais, ça, et je vous envoie le sur le tableau. site. Ouais, je vous enverrai à Oui. toi et à Guy le fichier Excel. Vous le ferez suivre avec tous les Ouais. ordis. Et je pose la question pour les médicaments Il n'y a pas de les souci. médicaments protocole pour On remplacer l'aspirine. enverra, Ouais. si tu as une réponse, je liste les gens inscrits, puis j'enverrai directement la réponse à ceux qui sont intéressés, quoi, du moins, celle que tu nous auras envoyée. Il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. Ben, merci beaucoup, Thierry. Avec plaisir. Merci à tous de votre présence.
Avec plaisir, à bientôt. Au Bonne revoir. soirée à tous. Alors, c'est bien, on voit les mains, ils sont mute. Ah ouais. Ouais, Lionel, c'est disponible quand sur le YouTube? Ah ben, ça va être disponible ce week-end, bien sûr. Ouais, d'accord. Non, non, parce qu'il y en a qui ont posé la question, c'est pour ça. Hmm. Oui, il n'y a pas de souci. Là, je vais vérifier que ça s'est bien enregistré sur l'ordinateur, hein. Et puis, je le ferai passer, il n'y a pas de problème. Et je mettrai le support PDF avec la table Excel sur le site de la CTD 69. Et j'enverrai l'info à tous ceux qui sont inscrits, comme ça ils auront l'info directement. Allez, je vous Ça souhaite une marche. très bonne soirée. Bonne soirée à tous, à Bonne bientôt. soirée. Bye bye, merci encore Bye bye. Thierry.